j'avais soumis à Françoise plusieurs sujets possibles de conférences, j'en ai toujours en réserve dans ma manche. Et donc, finalement, on est tombés d'accord tous les deux avec je crée ma canopée. Et d'un, parce que c'est particulièrement d'actualité avec les dérèglements climatiques, et de deux, parce qu'une grande partie du jardin d'Orvès est sous canopée. Alors, il y a une partie qui est sous canopée caduque. Nous, là, moi, je vais surtout parler des canopées de persistants. Donc, il y a une partie qui est en canopée caduque. Par exemple, la terrasse où on était, sous les platanes. Donc, les platanes, bien sûr, on sait bien que ça perd les feuilles l'hiver. Mais une canopée caduque, ça sert quand même bien l'été à faire baisser la température autour de la Bastide. Là, certainement que sous les platanes, il fait probablement une dizaine de degrés de moins que si on n'était pas sous la canopée, en fait. Ça fait baisser beaucoup la température. On ne le voit pas aussi. Oui, C'était bien. avec une lumière. Même pour le tournage. Pour l'instant. Merci François. Donc voilà. Donc, alors déjà, on va commencer par le mot canopée. Donc le mot canopée, évidemment, il évoque pour la plupart des gens l'Amazonie, donc les forêts équatoriales ou les forêts tropicales humides, la rainforest, et donc cet étage supérieur, donc le dessus en fait, le dessus des arbres. Donc maintenant avec les avions, avec les drones et tout ça, on a de très belles images évidemment de ces forêts-là vues du ciel. Donc évidemment ça nous évoque tout ça. Et tous ceux qui ont exploré la canopée. Hein. Donc, je pense qu'on est beaucoup à avoir vu des émissions sur ce sujet-là. Donc moi, c'est quelque chose de beaucoup plus modeste dont je vais vous parler. C'est dans nos jardins, surtout si on est en train de faire un jardin, donc on a encore de la place pour planter des arbres, comment les planter de manière intelligente par rapport au dérèglement climatique pour en obtenir bénéfice l'été, d'une part, et l'hiver, d'autre part. L'été, parce que ça va nous faire baisser la température, qui est excessive maintenant chez nous, avec les réchauffements, et surtout empêcher nos plantes fragiles de brûler. Le soleil devient vraiment brûlant et abîme les feuillages de nos plantes et les dessèche. Donc ça nous protège de ça. Et d'autre part, ça nous aide aussi l'hiver. Si jamais il y a un petit gel malencontreux, malgré le réchauffement climatique, donc on est sur une période de réchauffement, certes, mais dans cette période de réchauffement, c'est cyclique le climat. Il peut y avoir un hiver beaucoup plus froid au milieu. Et donc si on a misé uniquement sur des plantes qui résistent peu au gel, ben on risque de se retrouver avec beaucoup de casse. Alors que si ces plantes-là étaient sous canopée, elles auraient résisté, parce que le froid ne sera pas tombé sur elles. Voilà. Alors, canopée, donc on a dit, ça évoque ça. Et puis, moi, canopée, ça m'évoque aussi les vases canopes. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être que les gens vont penser que ça a la même étymologie que les vases canopes en Égypte, où on mettait les entrailles, où on mettait les viscères des pharaons. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont deux mots qui ont une origine grecque. Donc, la canopée, c'est konopeion, ça veut dire la moustiquaire. C'est ce qu'on mettait sur les lits. La plupart des lits, du temps chez les gens aisés, ressemblaient à des lits à baldaquin. Et en fait, on recouvrait ça d'un voile léger, donc, qui s'appelait le konopoion. Donc, konopoion, c'est de là que vient la canopée, parce que ça recouvre. Alors que les vases canopes, ça vient d'une ville de Basse-Égypte qui s'appelle Canopos, une ville de Basse-Égypte. Je ne sais pas le nom actuel de la ville en question, ça a dû changer, ça c'est le nom grec. Voilà, Canopos. Donc ça n'a rien à voir, les vases canopes et la canopée.
Voilà, alors, donc je vous ai dit que c'était pour 2 raisons, la canopée. Alors après, il faut distinguer une canopée basse, on va dire, parce qu'on n'a pas tous des jardins de plusieurs hectares, ou enfin, ne serait-ce que plusieurs milliers de mètres carrés, qui nous permettent d'avoir des canopées hautes avec des arbres de 10, 15, 20 ou 30 mètres, et donc avoir une canopée basse, une canopée très haute au-dessus qui protège, comme c'est le cas dans beaucoup de beaux jardins, comme ici, comme dans d'autres beaux jardins qu'on peut visiter ça ou là, ici ou là. Donc je vais aussi parler d'arbres plus petits, voire d'arbustes. J'en parlais justement tout à l'heure avec Jean-Michel Meuriot, donc le conservateur du Parc Phénix à Nice, et son acolyte Alexis Maillat, le conservateur du Jardin botanique de Nice. Donc on parlait de canopée basse, de l'intérêt aussi de mettre de petites plantes fragiles, pourquoi pas des bégonias, des plectranthus, des choses qui sont un peu gélives, enfin plectranthus maintenant, la plupart ont été reclassés coléus. Mettre sous une canopée basse, c'est-à-dire des arbustes de 3-4 mètres, faites par exemple de laurier rose, ou faites de pittosporum, ou faites de n'importe quelle plante persistante qui pourra servir à ce moment-là. Donc je vais plutôt traiter des arbres, parce que des arbustes persistants, on en connaît tous des masses. Donc il n'y a pas besoin de mes conseils pour faire un petit endroit un peu niché pour caser une plante, par exemple, pourquoi pas une orchidée semi-rustique, ou voilà, une plante qu'on veut garder à l'extérieur, un pélargonium, des pélargoniums, etc. Voilà. Alors, je vais surtout parler en fait pour le Var, la zone, parce que je ne peux pas parler pour la France entière, parce qu'il s'agirait d'autres essences, d'autres espèces, et la possibilité de cultiver des plantes tropicales serait de toute manière très limitée. Donc je vais parler de la côte varoise, on va dire, c'est-à-dire de la partie du Var, à peu près jusqu'ici ou un peu plus au nord, mais je ne vais pas parler du nord du Var, de la Sainte-Baume, voilà, du Luc ou plus haut, parce que là, évidemment, il s'agira d'autres essences, parce que là, on va pouvoir utiliser certaines essences qui sont par exemple rustiques à -5, -5, -6, qui vont supporter -5, -6 sans problème, mais qui vont pouvoir protéger nos plantes plus fragiles. Mais ces plantes-là qui meurent à -6, eh ben, dans le nord du Var, si on est dans les gorges du Verdon ou un peu au-dessous, à Carcès, eh ben, elles mourront aussi, donc elles n'auront pas leur efficacité. Donc je parle de la côte varoise, et je vais aussi un petit peu faire certaines fois des digressions sur vraiment la frange côtière, c'est-à-dire là où je vis moi, à Sanary. Donc pour vous donner une idée, ces 2 derniers hivers, j'ai eu comme minima +4. Donc là, moi, il s'agit d'avoir des essences qui supportent à peu près -1, -2, parce que ce serait déjà tellement exceptionnel. Ça me suffit pour protéger des essences qui sont encore plus fragiles que ça. Voilà. Mais ça, je vais en parler peu, parce que ça n'intéresse pas grand monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent vraiment au bord de la mer. Voilà. Donc je vais faire ça pour un peu être exhaustif, pour pas trop oublier de plantes. Je vais faire ça famille par famille, et puis comme ça, quand j'ai fini une famille, vous pouvez intervenir, me dire mais tu as oublié ci ou tu as oublié ça, parce que vous avez peut-être l'expérience dans votre jardin ou dans un jardin que vous avez visité, d'avoir vu telle ou telle essence qui pouvait bien servir de canopée. Voilà. Alors, d'abord, il y a les conifères. Voilà. Donc, ici, évidemment, par exemple, on a des pins. Donc, alors, les conifères, alors j'exclus évidemment les ginkgos, qui sont des conifères mais caduques, donc qui n'ont pas l'intérêt de protéger l'hiver.
Et j'exclus aussi, bien sûr, toutes les cicadales, donc chères à notre ami Denis Gauer, hein, de Châteaunois. J'exclus les cicadales qui sont aussi des conifères, hein, ça fait des cônes, des cicastes. Voilà, les Encephalartos également. Donc j'exclus ça parce que ça ne devient jamais assez grand. Même en ayant de grands moyens financiers, on n'arrive pas à acheter des plantes assez grandes pour pouvoir protéger des choses sous elles. Sous leur ombre. Question, est-ce que vous excluez le pain des Canaries? Le Pain des Canaries. Le pain des Canaries, non, je ne l'exclus pas, le pain des Canaries, c'est très bien, le pain des Canaries, c'est parfait. Donc, donc du coup, si on exclut donc, ces caduques-là, j'exclus aussi les mélèzes, qui sont caduques, bien sûr, mais puis qui ne sont pas particulièrement adaptés à notre région. Voilà. Donc, il reste finalement une grande famille, un ordre, en fait. Au-dessus des familles, il y a les ordres. Hein, je vais vous faire quelques rappels. Déjà, pour les rusticités, nous, ici, enfin, là, ici, à La Valette, on est en zone 9. C'est-à-dire qu'on a des froids, selon les endroits de La Valette, des froids hivernaux qui sont en moyenne entre -6, -7 pour les endroits les plus froids, et on va dire -1, -2 pour les endroits les plus abrités. Je parle il y a une dizaine d'années. Avec le réchauffement, c'est un peu difficile maintenant de juger. On n'a pas le recul. On n'a pas encore le recul pour ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est la zone 9. Donc il y a des zones USDA, donc on partage le monde en plusieurs zones. Bon, il aurait fallu aussi une carte des zones, mais c'est pas très important. Donc après, au-dessus, il y a la zone 10, donc c'est là où je vis moi, c'est-à-dire qu'il y a les minima hivernaux au plus bas peuvent descendre autour de 0. Et sinon, la zone un peu au-dessus, donc je parlais du Luc par exemple, donc là on arrive en zone 8, c'est-à-dire que les minima hivernaux sont selon les endroits entre -12 et -7, on va dire. Voilà. Donc là je m'adresse particulièrement au jardin de la zone 9, c'est ce qui nous concerne pour la plupart. Voilà. Donc finalement, on tombe sur un ordre qui s'appelle les pinales. Autrefois, c'était les abiétales. Donc un ordre, c'est au-dessus de la famille. Et sous la famille, après, vous avez les gens, donc Pinus, par exemple, le pin. Et après, vous avez l'espèce, donc par exemple, Pinus alepensis pour le pin d'Alep, par exemple. Voilà. C'est pas le plus intéressant. Voilà, donc cet ordre des pinales, ou abiétales autrefois, il comprend 6 familles. Alors je vais commencer par les Araucariacées, parce que j'adore les Araucariacées, c'est juste pour ça que je les ai mis en un. Donc les Araucariacées, alors il y a un arbre très intéressant, malheureusement peu connu, c'est Agathis australis. Donc cet agathis, ça ressemble un peu à un araucaria, il a l'avantage de pousser dans tous les sols. Donc c'est un sol plus ou moins léger, plus ou moins calcaire, aucun souci pour lui. Il pousse vite. Alors je vais vous indiquer aussi, a priori, des plantes qui ont une pousse rapide. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir une canopée dans 20 ou 30 ans. On aimerait l'avoir dans une dizaine d'années maxi, même un peu moins pour certaines plantes. Donc, dans les Araucariacées, donc, il y a les agathis, il y a le mythique Vollemia nobilis, mais il est cher à l'achat, on peut difficilement acheter, c'est cet arbre fossile qu'on a redécouvert dans les Alpes australiennes, et il y en a de beaux sujets auréales en particulier. Et donc c'est bien beau ça, mais bon, moi, là aussi je vais privilégier des plantes qui sont accessibles à peu près à tous les porte-monnaies. Voilà, donc Vollemia nobilis un peu cher, voilà, puis il ne pousse pas très vite, et puis il a un autre défaut, le Vollemia nobilis, c'est qu'il perd des branches entières. On peut se recevoir une branche sur le coin de la figure, un peu comme les Custonia, c'est-à-dire il n'est pas caduc au niveau des feuilles, mais il est caduc au niveau des branches, ce qui est peut-être pire. Voilà. Ensuite, il y a tous les araucarias. Alors, les araucarias, le problème, c'est que les plus rustiques,
c'est l'Araucaria araucana, le désespoir des singes. Mais le désespoir des singes, il est plus adapté au climat océanique qu'à notre climat méditerranéen. Notre hygrométrie est trop basse pour lui, donc il pousse assez mal. Dommage, parce que c'est un très bel arbre. Et les autres araucarias sont des arbres qui sont sensibles au froid, et donc je ne les citerai même pas, je ne vais pas les énumérer, ce serait fastidieux. Finalement, comme araucaria qui serait le plus adapté, c'est l'angustifolia qui résiste à peu près à -12. On en parlait hier dans ton jardin. Donc c'est un araucaria qui est d'Amérique du Sud, limite cordillère des Andes. Donc il résiste à -12, lui, c'est assez intéressant, il pousse rapidement. Mais par contre, il préfère un sol un peu acide. Alors ici, on n'est pas loin des morts. Il y a peut-être parmi vous des gens qui vivent au pied des morts, et là, il n'y a aucun problème. Moi, à Sanary, le terrain est plutôt calcaire, donc je ne peux pas me permettre des plantes de terre acide. C'est aussi un problème dans le choix d'une plante, en particulier d'un arbre, parce qu'un arbre, c'est quand même un investissement. Donc, et puis une plante, on peut la cultiver en pot. Donc on peut faire un mélange un peu acide dans le pot, mais un arbre, il faut qu'il soit vraiment adapté au terrain où on va le planter. Hein. C'est important comme choix. Alors, donc ça c'était les araucariacées. Ensuite, il y a les cupressacées. Donc les cupressacées, je vais finalement citer que celles qui conviennent. Bon, il y a le Sequoia dendron giganteum, si on a un jardin giganteum, parce que ça peut atteindre 100 mètres, ça c'est quand on est aux États-Unis, mais ici, ça peut quand même atteindre facilement 50-60 mètres de haut quand ça devient âgé. Donc c'est quand même un très grand arbre, ça ne va pratiquement à aucun de nos jardins. Hein, voilà. Donc après, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le Cryptomeria. Alors il y en a plusieurs, le Cryptomeria japonica qu'on connaît, mais il a des cultivars avec des noms divers et variés, je ne vais pas entrer dans les détails, sinon ce serait très très long. Donc le Cryptomeria japonica, il n'aime pas trop la sécheresse, c'est ça son problème. Et il n'aime pas trop non plus les sols trop calcaires. Donc là aussi c'est un problème de type de sol. Ils en ont mis un au jardin botanique de Nice pourtant, qui pousse bien. Et pourtant c'est un sol qui est plus calcaire qu'acide, mais bon, toujours des exceptions qui confirment la règle. Mais enfin, ils préfèrent quand même les sols neutro-acides, hein, le Cryptomeria japonica. Voilà. Alors, bien que d'origine japonaise, il supporte quand même notre climat méditerranéen. On n'est pas obligé de le planter un climat océanique. Après, il y a les Chamaecyparis, Hodgensi. Celui-là, il est super, de Chamaecyparis. Il pousse rapidement et donc c'est assez intéressant comme choix. Ensuite, on a troisième famille au sein des, on est donc au sein des pinales, là, hein, donc de l'ordre des pinales. Donc troisième famille, ce sont les podocarpacées que j'aime beaucoup aussi. Donc ce sont tous les podocarpus, mais moi j'en retiendrai que deux. Donc là, si vous êtes déjà allé chez Annie Zanini, vous avez vu de très beaux, donc c'est un jardin privé sur la Côte d'Azur. Vous avez pu en voir de gros sujets, il y en a aussi de gros sujets à Menton, en particulier dans le jardin de William Waterfield, enfin de sa veuve. Donc il y a de très beaux podocarpus. Donc moi je citerai le Matudae, tout simplement parce qu'il est mexicain, donc il supportera mieux les sols secs. Donc un podocarpus, je préconise le Matudae, il résiste bien que mexicain à -8. Et le podocarpus totara, qui est néo-zélandais. Néo-zélandais, ça a mauvaise cote quand on a des problèmes de sécheresse, parce qu'on se dit Nouvelle-Zélande, la pluviométrie est importante, des fois 2 mètres ou plus, mais il supporte quand même un petit peu de sécheresse, donc il est intéressant, et il supporte -10 surtout. Donc deux très beaux podocarpus. Ensuite, il y a les afrocarpus, donc c'est proche, hein, franchement, là, c'est des discussions de botanistes, donc afrocarpus, ça ressemble beaucoup. Donc moi, le seul que je connaisse vraiment, c'est le falcatus,
Il y en a probablement d'autres, hein, mais je ne connais que l'Afrocarpus alcatus, qui est un très bel arbre, et qui fait une canopée vraiment très dense, et qui pousse assez rapidement. Autre podocarpacé, c'est le Prunopithis andina. Donc les cédrus, je les ai cités, les trois conviennent, parce qu'ils poussent vite, mais effectivement, dessous, on ne pourra pas mettre grand-chose. À la limite, si on est en terre acide vers les morts, on pourra mettre des plantes de terre de bruyère, par exemple, qui pousseront pas mal, ou qui poussent sous les cèdres. Il y a par exemple aussi les hydrangeas. Ah oui, je me permets d'intervenir. À Toulon, il faut quand même savoir qu'on a du sol acide. Hein. Oui, ça dépend des endroits. Là, c'est... Oui, enfin, il y a tout le côté, disons, cabrin, on a des schistes, des microschistes. Tant mieux, ça permet d'autres choses. Des très beaux cèdres qui poussent justement dans ces régions, enfin dans ces quartiers-là. Voilà. Ça va. Ok, alors après c'est presque jardin par jardin, parce que des fois on est sur une coulée ou autre, et donc voilà. Après il faut savoir le terrain qu'on a, bien sûr. Donc les cédrus, donc j'en ai parlé, l'épicéa, bof, donc les épicéas ça ne convient pas vraiment. Alors dans les pinus, alors la lépensis c'est pas le mieux, hein, le pin d'Alep, le pin blanc de Provence, il est dégingandé, il n'est pas très élégant, il fait pas une canopée dense, donc c'est pas bien. Après, il y a le pin Laricio de Calabre, le Pinus brucia, qui est très intéressant, mais donc il supporte toutes les sécheresses, évidemment, en venant de Calabre. Il y a notre Pinus pinea, quand même emblématique de la côte méditerranéenne, donc le pin parasol. Il ne pousse pas très vite, le pin parasol, c'est un peu son problème, mais c'est vrai qu'il est très beau et il est très efficace comme canopée parce que les aiguilles sont serrées, c'est dense, voilà. Après, un peu moins intéressant, il y a le Pinus pinaster, le pin maritime, donc ça c'est le pin de Bordeaux, le pin des Landes, il porte 36 000 noms différents, qui ressemble un petit peu en silhouette, mais il a un long tronc et la canopée est très haute, donc elle sera beaucoup moins efficace parce que le froid va pouvoir s'insinuer en fait. Donc c'est intéressant quand on a une canopée qui descend à 3 à 4 mètres au-dessus du sol, au-dessus de nous. Si la canopée elle est à 10 mètres, ce qui est le cas avec le pin des Landes, ben, c'est pas vraiment efficace. Voilà. Par contre, il pousse dans toutes situations. Toute situation, il pousse très vite. Donc, son gros avantage, si on a beaucoup de place et qu'on peut faire une grande épinelle, il est pas mal quand même le pin maritime. Après, il y a le pin sylvestre, il y en a à la Sainte-Baume en particulier, donc, qui vient d'Écosse, lui. Je ne sais plus qui est-ce qui me demandait s'il y avait des pins qui poussaient au pays de Galles. Donc, il y a évidemment le pin d'Écosse, parce que c'est pas bien loin l'un de l'autre. Hein. Voilà, donc c'est le pin sylvestre, qui est pas mal non plus, mais bon, moins esthétique hein, quand même. Ensuite, il y a, bon, un peu moins intéressant, et puis pas vraiment de chez nous, il y a le pin noir d'Autriche, mais pourquoi pas, le Pinus nigra, pourquoi pas. Je veux dire, il pousse, hein, il peut pousser chez nous, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, quand on peut avoir des pins beaucoup plus beaux, pourquoi mettre un pin noir d'Autriche? Et puis j'en viens à mon chouchou, c'est Pinus patula, donc le pin du Mexique, patula. Pinus patula, c'est le pin pleureur du Mexique, qui est d'une élégance totale, qui est totalement adapté à notre climat, qui perd très peu d'aiguilles, donc qui stérilise peu le sol. Donc vraiment, moi, en choisir un seul pin, je mettrais un Pinus patula, donc le pin pleureur du Mexique. Il y a d'autres pins pleureurs, mais un peu moins adaptés. Il y a le Pinus strobus, le pin de Weymouth. Alors Weymouth, c'est une station balnéaire du sud de l'Angleterre. Donc ça vous dit déjà qu'il est rustique, ça c'est sûr. Il est très très beau, il a de très très longues aiguilles. Mais il est peut-être encore un peu plus beau que le Pinus patula, mais il est moins adapté à notre climat parce qu'il vaut mieux choisir un Mexicain. Voilà, si on a une sécheresse prolongée, le Mexicain survivra. Le pin de Weymouth, loin de son Angleterre natale, je ne suis pas sûr qu'il soit très... Non, c'est pas son Angleterre natale en fait. Il s'appelle le pin de Weymouth, mais il est originaire du sud, vers la région de Seattle, sud du Canada et nord-ouest des États-Unis.
mais je ne sais pas pourquoi on l'appelle de Weymouth, parce qu'il doit y en avoir beaucoup qui ont été importés là-bas. Ensuite, il y a un pain qui est chouette aussi, c'est le pain pleureur de l'Himalaya. Je crois que c'est... Je n'ai pas marqué son nom, je ne me souviens plus. C'est pas W. Non, Strobus, c'est celui de Weymouth. Donc, je crois que c'est Walliciana, non, comme ça. Non, c'est pas Grififi. C'est Walliciana, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le pain pleureur de l'Himalaya. Donc, lui aussi, il est très beau aussi, parce qu'il est pleureur, voilà. Donc, c'est très élégant. Et du fait qu'il est pleureur, ça descend vers le sol, et donc on ne se retrouve pas avec une canopée à des kilomètres. Voilà. Par contre, je pense que le Walliciana, il ne pousse pas très vite. Voilà. Donc l'avantage du... Alors, le Pinus patula, celui du Mexique, je l'ai vu dans beaucoup de jardins, en particulier chez notre ami qui fait le trône de plantes à querce, Chantal Ferrari. Voilà. Donc je sais qu'il pousse bien, vite et bien. Ensuite, donc on va passer à d'autres familles, parce que c'est plus intéressant. Encore moi. J'avais parlé du pain, disons, des Canaries, parce qu'il y en avait là, du côté des... Il n'existe plus parce qu'ils ont fait des travaux sur les ponts, ou avant il y avait des eucalyptus aussi. Ils avaient gelé, ils ont gelé quand il y avait les gens de 80 et quelques. Par contre, ils repartent de souche, c'est extrêmement rare, ça, justement. Ah oui, pour les pains. Pour les pains qui repartent, disons, ce serait peut-être intéressant de voir donc ces pains, disons, de pain des Canaries. Moi, je n'ai jamais cultivé, donc il faudrait voir dans les jardins si on en croise. Peut-être qu'il faudrait demander à Borgetto s'il y en a un, parce qu'il n'a pas mal d'arbres. Voilà. Parce que ce qui serait peut-être intéressant, justement, même s'ils sont à une certaine hauteur trop grande, si on les recette, ils pourraient faire peut-être plusieurs. Ah, oui, mais alors le problème d'une ECP, c'est que ça ne sert pas de... On ne peut pas trop passer dessus. Oui, mais enfin, on laisse pousser, puis après on enlève les branchoirs, et puis on ramène les canopées, et puis on peut... À voir, à tester. Bon, alors on va venir à des familles qui me paraissent, alors qui sont un peu moins courantes, parce que c'est sûr que d'ici des pains, on en a beaucoup. Donc, on va faire famille par famille. Si j'oublie des familles, et si j'oublie des choses, vous n'hésitez pas à intervenir. Donc, c'est un peu au hasard là. Ce matin, avant de partir vite, je me suis dit je vais faire une liste de familles, et après je remplirai, j'improviserai. Alors, donc il y a les Araliacées, donc la famille du lierre, des Fatsia par exemple. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est les Cussonia. Alors, les Cussonia, le seul défaut du Cussonia, c'est que ça perd des branches, ça aussi, un petit peu. Donc, il faut faire un petit peu attention. Mais c'est tellement beau, donc c'est vraiment très très beau. Donc, il y a Cussonia paniculata, c'est celui qui résistera le mieux à notre climat. Donc, ça vient d'Afrique du Sud, ça. Hein. Donc, d'endroits chauds et secs. Et il y a le Transvalensis que j'ai dans mon jardin qui fait maintenant dans les 4 mètres à peu près. Cussonia paniculata, il y en a chez Anisanini qui font 15 mètres de haut au moins. Donc c'est à la fois un peu étrange, ça fait un peu comme un chou, ça fait un peu un porc comme un palmier. Donc les Cussonia, je ne saurais trop que vous l'indiquer parce que c'est vraiment parfait pour une canopée. Après il y a le Tetrapanax, qui est bien parce qu'il résiste au vent. Le Cussonia résiste à peu près au vent, à part qu'il y a des branches qui cassent des fois, mais il résiste à peu près au vent. Donc Paniculata et Transvalensis, ce sont les deux qui résistent bien au froid. Alors, on peut en avoir d'autres, mais pour être sûr, une canopée, on ne va pas mettre des choses limites qui sont censées mourir vers -5, -6. Donc moi, je vous cite ceux qui résistent à -10, là, par précaution. Le Tetrapanax, lui, résiste largement, il résiste à -15, voilà. Après, il y a les Oreopanax dans les Araliacées. Très difficile à se procurer, c'est ça le problème. Donc, il y a Oreopanax nymphifolia en particulier, il y en a un très beau chez Pierre Brun. Et puis, il y a les Brassaiopsis. Alors, celui qui résiste le plus au froid, c'est Brassaiopsis mitis. Assez difficile à se procurer, à part auprès de Dino Pellizzaro, qui vient quelquefois exposer ses plantes ici. Il en a quelquefois des Brassaiopsis mitis, mais bon, les gens ne se rendent pas compte de la merveille que c'est, donc c'est fabuleux parce que ça a un feuillage très très découpé, un des plus beaux feuillages qui existent, on dirait
des flocons de neige, vous savez, quand on dessine quand on fait des découpages d'hiver pour faire des guirlandes. Alors voilà. Donc c'est magique le feuillage du Brassaïos semitis. Et ça pousse assez vite. Et puis après, il y a aussi dans les Araliacées les pseudopanax. Donc Pseudopanax arboreus, c'est peut-être le seul qui aurait d'intérêt parce qu'il a des grosses feuilles. Parce que les autres pseudopanax ont des feuilles plus aciculaires et donc ne sont pas très efficaces en canopée ou ne deviennent pas grandes ou prennent beaucoup de temps pour devenir grands. Voilà pour les Araliacées. Je n'ai pas cité parce que c'est un problème de rusticité. Chez moi, j'en ai planté à Sanary pour me servir de canopée. Par exemple, j'ai planté des Schefflera. Donc Schefflera, parce que chez moi, étant donné qu'il y a très peu de chances que les Schefflera gèlent, parce que il faut quand même -2, -3 pour geler les Schefflera, ça me protège des plantes qui ne supportent pas des températures en dessous de +1, +2. Voilà. Mais ici, Schefflera, ça va être très abîmé, même peut-être ça peut ne pas mourir, mais s'en servir de canopée, certainement pas. Donc dans les Araliacées, c'est un peu la limite. Après, je vais citer la famille des Sapindacées. Oui, même chose pour les ficus. Donc Ficus macrophylla, moi je peux m'en servir de canopée. Oui. Mais il n'y a pratiquement aucun ficus persistant qui soit assez rustique pour servir de canopée dans un endroit comme ici. Parce que... Au Château Noir, il y en a un beau. Hein. Je pense que... Je sais, mais Château Noir, c'est pas ici. Mais alors, dans des plantes que vous connaissez peut-être pas. Qui sont dans mon jardin pour la plupart. Mais oui, enfin, une bonne partie en tout cas. Donc, il y a en particulier, comme Sapindacées, Papea capensis, qui a l'avantage d'être un petit arbre fruitier, Papea capensis, avec le P à Papea. Et Papea capensis, il a l'avantage en plus d'être monoïque. Donc on n'a pas besoin d'un mâle et une femelle, parce que c'est vrai que souvent, les arbres fruitiers du sud de l'Afrique sont dioïques. Donc je pense à Dovialis afra, par exemple, qui vient de changer de nom, il y a quelques jours. C'était Dovialis cafra, et tout ce qui s'appelait cafra ou cafrom a perdu le C qui est devant, et perdu un F au passage, parce que c'est une insulte, c'est un peu comme dire nègre pour nous, pour tous les Africains, pour tous les Boers, tout ça. Cafra, cafrom, c'est vraiment une très grosse insulte. Donc ça a été renommé. Donc Dovialis cafra s'appelle maintenant Dovialis afra, Arpéphyllum cafrom s'appelle Arpéphyllum afrom, Erythrina cafra s'appelle Erythrina afra, etc. Donc on enlève le C, on enlève un F. Voilà. Et donc Papea capensis, lui, il n'est pas comme ceux-là. Tous ceux que j'ai cités sont dioïques. Donc lui, il est monoïque. Il fait un feuillage persistant qui ressemble un peu au chêne kermès. Donc un petit peu pointu, piquant. Et des petits fruits rouges. Bon, c'est pas... Il y a des fruits meilleurs que ça, mais bon, voilà. Et puis, il y a Acer, oui, parce que les acères, maintenant, la famille des Aceracées n'existe plus, ça a été reclassé dans les Sapindacées. Donc, Acer, voilà, ouais, ben, on est obligé de s'y faire. Donc, Acer sempervirens, c'est un érable qui est persistant. Donc, il y a quelques érables qui sont persistants. Et sempervirens, il est très bien parce qu'il fait un joli feuillage, il pousse très vite. Moi, j'en ai planté un il y a un peu plus d'1 an maintenant, parce que mon voisin a eu la charmante idée de arracher toute sa haie. Il avait une haie de 4 mètres de haut sur tout mon côté nord, ça m'abritait du Mistral. Alors là, c'est large, parce que vous savez que la famille de Malvacées, elle en a englobé d'autres maintenant. Donc ça comprend par exemple tous les brachychitons qui sont devenus des Malvacées maintenant. Donc, les brachychitons, moi je retiendrai pour les brachychitons de pousse rapide et qui ne flèchent pas trop. Je trouve que les deux mieux, c'est Discolore et Acerifolius. Voilà. Donc, la flamme australienne, Acerifolius, et le brachychiton Discolore, celui qui fait les petites fleurs roses. Ils poussent tous les deux très vite. D'ailleurs, on en voit beaucoup en alignement maintenant dans beaucoup de municipalités, et il est beaucoup choisi. Alors les municipalités qui ont un peu moins d'argent mettent du Populéus, mais bon, le Populéus est beaucoup moins joli quand même. Hein. Voilà. Dans les Malvacées, on a aussi
les dombéias. Donc, alors je ne vous ai pas dit la rusticité, donc les brachycutons, ça tourne vers -7, -8, donc ça convient très bien ici pour nous protéger du froid. C'est ceci dit partiellement caduque les brachycutons, mais la caducité intervient tard, un peu comme pour les jacarandas, les bohémiens, c'est-à-dire que c'est caduque en avril. Donc en fait, la période où on doit être en beauté du gel, les brachycutons ont leurs feuilles, donc c'est pas un problème. Voilà. Alors, dans les malvacées, donc il y a aussi les dombéias. Alors là, je n'en citerai qu'une qui soit assez rustique pour servir de canopée. Elle me sert de canopée depuis maintenant presque 15 ans, et j'ai beaucoup de choses abritées dessous. C'est Dombeia burgessiae, parce qu'elle résiste à peu près à -10, elle. Voilà, les autres dombéias ne sont pas vraiment assez rustiques pour ça. Il y a certains hibiscus aussi qui peuvent devenir assez grands pour servir de canopée. Alors là, je parlais de petites canopées. Ça ne va pas devenir grand comme des pins ou des cèdres, bien sûr. Mais il y a par exemple l'hibiscus maquinoi. Il y a justement, c'est Jean-Michel Muriot qui était là tout à l'heure qui m'en a offert un. Donc c'est un petit hibiscus qui ressemble un peu à l'hibiscus mutabilis, avec des feuilles beaucoup plus jolies et surtout qui persiste bien l'hiver, parce que l'hibiscus mutabilis, en tout cas chez moi à Sanary, il a tendance à être caduc ou à être un peu dégingandé, il ne peut pas servir de canopée. L'hibiscus maquinoi, les feuilles sont plus belles, plus denses, et ça peut servir de canopée. Mais surtout, l'hibiscus brackenridgei. Alors cet hibiscus brackenridgei, il est étonnant, parce qu'il vient de Hawaï, donc on se dit, il ne va pas être rustique du tout, mais malgré tout, il résiste à -7, -8, et il a un feuillage très très dense, et de magnifiques fleurs, j'en en parlais tout à l'heure, de magnifiques fleurs jaunes, un centre jaune. Et là, moi, on m'en a offert 2, j'en ai mis un en pleine terre, qui est plus grand que moi, alors qu'on me l'a offert il y a 2 ans. On me l'a offert des petits sujets comme ça, il est plus grand que moi. Et j'en ai mis un autre en pot. Alors lui, je l'ai taillé plusieurs fois, et malgré tout, il fait plus de 2,50 m, peut-être pas loin de 3 mètres. Donc un très très bon, j'y croyais pas du tout. Hein. Le gars qui m'a offert ça, j'ai dit non, ce truc-là, ça a l'air vraiment très tropical, c'est pas possible. Donc en fait, voilà. Après, à vraiment vérifier la rusticité, parce que moi, je suis hors gel. Donc la rusticité à -6, -7, -8, il faudrait la vérifier vraiment. Donc lui, il habite à un endroit froid, il me dit, mais il a déjà eu du -5, il n'a pas morflé du tout. Bon, voilà, on va le croire. Hein. Brackenridgei. Ah oui, c'est un nom que dehors, il n'a pas de nom commun, enfin hibiscus d'Hawaï. Brac avec un K, Brackenridgei. Voilà. Alors après, les autres hibiscus, ça ne devient pas assez grand pour faire des canopées, en tout cas sous nos climats. Ensuite, il y a, alors toujours dans les malvacées, il y a les gréouillas. Alors, j'en citerai que 2 qui deviennent assez grandes. Enfin, moi, il y en a une qui me sert de canopée, bien. Donc, Pierre Quillet m'avait dit, tu verras, ça devient beaucoup plus grand que ce qui est écrit dans les bouquins, dans les sites, ou ce que disent les pépinières, et c'est vrai. Donc, Gréouillia occidentalis, qui atteint très très vite 4 mètres de haut, alors que c'est donné pour être un arbuste de 1,50 m. Donc, Gréouillia occidentalis devient très grande, et Gréouillia robusta aussi, elle se ressemble assez, ça fait des fleurs roses, et voilà. Donc, des petites feuilles l'une et l'autre, des petits fruits comestibles mais sans intérêt. Voilà. Et alors, un arbre que j'adore, donc j'en parlais encore tout à l'heure, Lagunaria patersoni. Alors, Lagunaria patersoni, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'hibiscus de Norfolk. Alors, c'est là que j'ai utilisé la carte quand même. Donc, les îles de Norfolk, c'est des îles qui se situent à mi-chemin à peu près. Oui, pas Norfolk aux États-Unis, oui. Voilà, entre les nouvelles. Non, pas celui-là. Entre l'île nord de Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est quelque part ici. Alors, vous me dites, mais en plein Pacifique Sud, comment ce truc-là peut être rustique? Eh bien oui, il résiste. Hein, la preuve, c'est qu'on en voit beaucoup. Il résiste très bien. On en a des vieux sujets, donc ça prouve qu'ils ont passé 2012.
85, 86, je ne sais pas, mais en tout cas, on a par exemple au parc Saint-Bernard un Lagunaria patersoni qui doit faire plus de 10 mètres de haut, donc planté bien avant 2012. Je ne sais pas si c'est par Pierre Quillet ou son prédécesseur. Ghislaine Marino, il est beau aussi. Hein? Ghislaine Marino, il est beau aussi. Ghislaine Marino, il est très beau. Il a Moi, j'ai été obligé de le tailler parce qu'il y a des lignes électriques. Donc, ça veut dire quand même que ça pousse très très bien. Parce que moi, j'ai planté il y a peu de temps, mon jardin n'est pas très vieux. Et donc, j'ai déjà été obligé de l'étêter 2 fois. Donc, voilà. Alors, le défaut de Lagunaria patersoni, c'est que les fruits sont assez irritants, qui s'appellent les stilbacées. Et alors là, dans les stilbacées, il y a 2 arbres que je chéris particulièrement. Donc, les stilbacées, ça regroupe uniquement 3 genres qui étaient autrefois classés dans les Scrofulariacées, les scrofs comme on disait. Donc dans les Scrofulariacées, c'est les Bockeria, les Aleria et les Nuxia. Donc ça vient d'Afrique du Sud. Donc moi j'ai Aleria lucida qui fait des petits fruits pratiquement toute l'année, c'est un fruitier permanent. Lui, il n'est pas que d'Afrique du Sud d'ailleurs, Aleria lucida, c'est toute la partie, c'est l'Afrique du Sud et toute la partie est de l'Afrique. Je ne sors pas de ma carte, là je fais des gestes dans le Val. C'est-à-dire que Aleria lucida, on le trouve des Somalies, de la Corne de l'Afrique, jusque là, voilà. Et bien, malgré cette origine-là, c'est un fruitier, c'est un petit arbre qui était d'ailleurs en voie de disparition, que moi j'ai eu en conservatoire à Sanary pendant des années, parce qu'il n'y en avait pratiquement plus dans la nature, parce que les populations l'utilisaient pour faire des fumigations dans les cases autrefois. Non, ils sont un peu plus modernes, ils ont peut-être des clims, mais bon, ou des clims, ou du fébraise, mais voilà. Donc il a été largement déboisé, et donc il n'y en avait pratiquement plus. Mais je l'ai tellement répandu que maintenant dans les pépinières amies, chez Brigitte Tissin, elle a largement multiplié, Sylvain Tessin a largement multiplié, etc. J'en ai donné tellement au Réal, il y en a plein, bon, enfin, bref. Donc ce qui fait que, et donné aux uns aux autres, finalement, il commence à y en avoir dans beaucoup de jardins. Donc il a l'avantage de pousser très vite, de résister à peu près à -7, de résister à un peu de sécheresse, ben oui, par rapport à son origine, hein, c'est sûr, et de faire des petits fruits presque toute l'année. Chez nous, alors, dans sa zone d'origine, on peut bouffer ses fruits toute l'année. Chez nous, évidemment, notre soleil d'hiver n'est pas assez chaud. Donc, en janvier, février, mars, les fruits sont sur l'arbre et ne mûrissent pas. Il continue à y avoir des fleurs. Il y a d'ailleurs une coliflorie assez intéressante. Donc, on a des trompettes rouges briques qui naissent directement sur le tronc et les grosses branches, un peu comme le jaboticaba en fait. Et donc, naissent ces fruits en permanence. Voilà. Moi, du coup, je les mets au fur et à mesure au congélateur. Après, je fais des clafoutis, des confitures, voilà. Donc, très productif en fruits, puisqu'il fructifie toute l'année. Donc, ça, c'était les stilbacées. Ensuite, alors, les méliacées. Bon, les méliacées, on a le mélia et les dara. Donc, il peut faire de l'ombre l'été, mais malheureusement, il est caduc. Bon, il garde un intérêt hivernal à cause de ces petites bouboules, mais qui ne nous protège pas du gel. Donc, ce qui fait que je ne retiendrai qu'une méliacée, et pas des moindres, parce que là aussi, c'est un de mes arbres préférés, c'est Aglaia odorata. Donc, Aglaia odorata, c'est une méliacée qui fait un feuillage qui rappelle un petit peu celui de Murraya paniculata. J'ai même des amis botanistes assez calés qui venus dans le jardin, croyaient que c'était un Murraya paniculata. Et je dis, mais non, et c'est même pas la même famille. Parce que Murraya paniculata, bien sûr, c'est une rutacée. Et j'ai dit, non, c'est une méliacée. Une méliacée persistante, comme ça, avec des petites fleurs en grains de riz très parfumées. Et ça pousse très très vite. Le feuillage est joli, il est un peu doré, un peu comme le camphrier. Donc, et la rusticité est, à mon avis, assez bonne. Donc, on ne trouve pas grand-chose sur le sujet, sur le net, malheureusement. Et en tout cas, les quelques personnes à qui je l'ai donné, il a résisté. T'en as un toi ou pas? Non. Alors, c'est le prochain truc à couper la prochaine fois. Donc, Aglaia odorata. Donc, il n'est pas facile à bouturer, malheureusement. Donc,
vraiment un arbre de grand intérêt. Je ne comprends pas pourquoi cet arbre n'est pas plus diffusé. Il est magnifique, le feuillage est magnifique, il est persistant, il résiste à la sécheresse, enfin, il a toutes les qualités. Donc, il ne stérilise rien dessous, enfin, voilà, il est parfait. Il n'a pas de racines traçantes, bon, enfin, parfait. Alors, ensuite, au hasard, Apocinacées. Alors, Apocinacées, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans les Apocinacées. Ben, il y a notre Nérium oléander, bien sûr. Donc, ça peut servir pour faire des canopées basses, quand même. Ceci dit, Sœur Agnès, Commandant Barthélemy, Cavalaire, Ville de Carpentras, tout ça, il y a quand même pas mal de lauriers roses qui deviennent quand même grands, qui peuvent atteindre, avec du temps, 5 ou 6 mètres. Mais voilà, on peut. Alors là aussi, sous le laurier rose, tout ne pousse pas. C'est pas évident, ça se réalise quand même ça. Parce qu'il y a des arbres comme ça qui sécrètent dans leurs feuilles des désherbants, c'est pour la concurrence. Ils le font exprès, hein, les coquins. Voilà. C'est le cas de la plupart des eucalyptus. Là, c'est les plus puissants, les désherbants qu'il y a dans les eucalyptus. Donc, restons sur les Apocinacées, donc l'Nérium. Alors, je ne cite pas Cascabella tevesia, donc Tevesia peruviana, pour ceux qui sont d'anciens botanistes, ça a changé de nom il y a quelques années, c'est devenu Cascabella. Donc ça va pas, c'est pas assez rustique. Donc, c'est pas assez rustique que le feuillage n'est pas très dense, c'est très élégant, mais c'est pas efficace comme canopée. Mais de toute façon, il y a peu d'endroits où on peut le faire pousser sans qu'il soit abîmé l'hiver, hein, voilà. Chez moi, ça va, mais en bord de mer, quoi, voilà. Ensuite, dans les rosacées, alors, les rosacées, ben, il y a un magnifique Eriobotria, là, donc, néflier du Japon. Donc ça, c'est très bien pour la canopée, parce que le feuillage est bien dense. La pousse n'est pas ultra rapide. C'est pas, voilà, c'est pas un champion de la rapidité de pousse, mais c'est un bel arbre. Il reste petit. Voilà, c'est joli, c'est joli. Ah, ça fera jamais un grand arbre de toute façon. Je veux dire, déjà celui-là est exceptionnellement grand, celui qui est à l'extérieur là, descendant à gauche. Celui-là, il est particulièrement grand. C'est assez rare de voir des Eriobotria qui dépassent 5 mètres. Hein. C'est plutôt des arbres, des petits arbres de 3 mètres, 3 mètres, 54 mètres. 5 mètres, c'est vraiment déjà grand. Mais c'est intéressant pour une canopée basse. Voilà. Il faut tenir à des feuilles molles, non, là c'est des feuilles assez coriaces. Par contre, un canopée, il est trop petit, simplement. Sur la terrasse. Ouais. Le Fautigna. Oh, c'est trop petit, le Fautigna. Non, ça va pas. Non. Donc, lui, il vient de cette zone-là. À peu près ici, sous Malcanin, vous voyez. C'est le climat méditerranéen aussi. Climat méditerranéen, exactement le climat méditerranéen. Voilà. C'est un arbre donc qui se plaît chez nous forcément, puisqu'il est de climat méditerranéen. Oui, quand on peut choisir, oui bien sûr, alors là aussi je vais faire une petite digression, souvent j'ai déjà fait d'ailleurs des conférences sur ce sujet-là, sur le choix des plantes en fonction de l'endroit où on vivait, et c'est vrai que nous, en étant climat méditerranéen, déjà toutes les zones du monde qui ont du climat méditerranéen, par exemple la Californie, par exemple une partie de l'Afrique du Sud, par exemple une partie de l'Australie. Alors l'Australie n'est pas, tout le sud de l'Australie n'est pas un climat méditerranéen. Mais il y a la zone par exemple entre Perth et Geraldton. Donc Perth que vous avez à peu près ici et Geraldton que vous avez à peu près là. Donc toute la zone qui est là est dans le climat méditerranéen. Donc autour d'Adélaïde, ici, vous avez une zone de climat méditerranéen. Et puis après, on peut bien sûr, avec le réchauffement climatique, s'orienter vers du tropical sec. Donc le tropical sec, si vous cherchez, je pas envie de chercher, mais le tropical sec en Australie, il se situe à peu près par là. Donc dans les Nouvelles-Galles du Sud, mais voilà, tropical humide, c'est plus au-dessus. Voilà. Donc ça, on peut, parce que qui peut le plus peut le moins, tropical sec. Après, c'est une question de rusticité. Si on remonte un peu trop haut et qu'on se rapproche du Queensland, donc le Queensland, c'est la zone qui est ici. Si on se rapproche en bas, c'est l'état de Victoria, ici. Donc, Victoria et Nouvelle-Galles du Sud, c'est bon pour nous. Tasmanie aussi. Aussi, elles aiment plus d'eau aussi, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mon papier est à l'envers, je vois que je continue. Alors, continuons. Je me rends compte que dans les Apocinacées, je vous citais le Nérium,
mais je vois que j'ai oublié de l'écrire. Il y a une plante très intéressante, c'est le Strophanthus speciosus. Je crois que tu l'as déjà noté, Jean-Michel, tout à l'heure, parce qu'on en parlait avec Muriot. Donc le Strophanthus speciosus, alors il a un défaut comme le laurier rose, mais exactement le même, c'est qu'il est toxique. Mais bon, à ce moment-là, vous voyez le nombre de lauriers roses qu'on a, hein, bon, on ne va pas tous les arracher. Voilà. Donc Strophanthus speciosus, ça fait des fleurs en forme d'araignée, rouge orangé, c'est très très beau. Donc on peut faire une canopée basse sous les Strophanthus speciosus. Pas celui-là. Non, celui-là non. Ça c'est pas le bon Strophanthus. Ça c'est un Gratus, celui qui est en photo là. Speciosus, voilà, merci, super. C'est lui. Donc, Par contre, le canopée, il monte, mais il ne fait pas de parasol. moi, je suis en train de le traiter pour en faire une boule. Donc, c'est pour planquer des choses dessous, pas très grosses, ça c'est sûr. Voilà. Non, ça ne fera pas un arbre. Pareil pour le Photinia. Le Photinia, il monte. C'est haut le Photinia, mais c'est pareil, ça ne fait pas de. Non, le Photinia, le vrai Photinia, enfin le vrai Photinia, c'est pas le vrai Photinia. L'ancien, on va dire, voilà, le Frasérie ou le Red Robin, Robin, je pense que vous dites Robin, Robin. Mais il vient haut, Ah oui, il pose, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai un ami normand, c'est quasiment des arbres chez C'est ça, mais c'est un Normandie. Donc c'est pas idéal pour notre climat. Et là, ils auraient pu devoir tailler. Et si on le laisse pousser, On laisse pousser, on avait... Alors, les solanacées. Alors, les solanacées qui peuvent devenir assez grandes pour abriter des choses dessous, il n'y en a pas des masses qui soient rustiques. C'est ça le problème. Hein. Donc, c'est la rusticité quand même. Alors, il y a Trosélia grandiflora. Donc, Trosélia grandiflora, donc c'est une sorte, ça ressemble un peu à Agnetus australis, ça a encore changé de nom, c'est chiant. Alors, je suis désolé pour la caméra, donc voilà. C'est gonflant, donc Agnetus australis, ça s'est appelé d'abord Agnetus australis, puis ça s'est appelé Euchroma australis, et maintenant c'est Eriolares australis, ça vient de changer là. Donc Trosélia grandiflora, c'est un peu comme l'Euchroma avec des fleurs beaucoup plus grosses. Alors, c'est pas sûr, hein, parce que même dans le cruise, ils mettent pas les bonnes photos. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est censé être quoi, ça? Bah, ce que tu as demandé. Comment ça s'écrit? C'est Trosélia, T-R-O-Z-E-L-I-A. Ça ressemble moyennement. Non, avec Z, voilà. Trosélia, tu l'as vu? Ouais, c'est ça. Ouais, enfin moi les fleurs sont plus grosses. C'est mon jardin. Bon, c'est pas grave. Admettons que ce soit... Oui, ça ressemble beaucoup à ça, effectivement. Alors, continuons. Et puis il y a les Lycianthes qui deviennent quand même assez grands. C'est pas dense, mais c'est en fleurs toute l'année. Lycianthes rantonetti. Je sais pas, il y en a qui appellent ça l'arbre gentian. Je trouve ça n'importe quoi. C'était Solanum rantonetti. Et c'est devenu Lycianthes rantonetti. Ça voilà. manque, ça. C'est un arbuste. Ben, ça grimpe. Chez moi, ça fait des arbustes. J'en ai un blanc et un bleu foncé. Ça fait des arbustes de 4 ou 5. Voilà. Ça fait des arbustes de 4-5 mètres de haut, mais il faut dire qu'ils s'appuient à d'autres trucs. Chez moi, mais oui, mais en fait, pour une canopée, c'est un peu le principe. Donc en fait, j'ai un galant de nuit à côté, c'est Strom nocturnum. Je ne le cite pas, parce que pourtant je devrais le citer maintenant, puisque c'est une solanacée aussi. Mais c'est le problème de la rusticité, c'est-à-dire que ça peut très vite être abîmé par le gel. Par exemple, Patrick Simondi qui est là, qui habite à Solespont, ben, chaque année, son Strom nocturnum, il est rabattu quasiment au niveau du sol. Tandis que moi, il n'a jamais été rabattu, donc il fait 4 mètres par 4. Ouais, il repart. Il repart. Il repart, mais il fleurit fin août, c'est dommage. Voilà. Dommage parce que l'odeur est sublime. Mais après, elle peut être entêtante. Moi, en ce moment, on est obligé de fermer la fenêtre. On parle de fermer les fenêtres, pas que la fenêtre. Même les fenêtres de l'autre côté par rapport à l'endroit où il est planté. L'autre jour, il y a un ami qui m'a ramené le soir. Il a ouvert la porte dans la rue. Il dit, mais c'est quoi cette odeur dans ta rue? Il parfumait la rue. J'ai dit, mais non, c'est un Strom nocturnum qui est planté à l'autre bout du jardin, c'est-à-dire à 50 mètres de là. Donc, moi, à Marrakech, une fois, je me baladais
Et je sens, je dis, oh, là il y a un galant de nuit, ça sent un galant de nuit. Je regarde autour de moi, il n'y avait que des immeubles à la Marrakech, et puis un terrain vague avec au bout un parking tonnière acculé à tasse, tout ce que je voyais de loin, les pines de Jérusalem, et à côté je vois un petit arbuste que je voyais au loin. Là. J'ai traversé le terrain vague, je suis allé voir, c'était le galant de nuit. Il était au moins 100 mètres. Et il embaumait la rue. Mais quel parfum C'est un parfum un peu vanillé, un peu douceâtre. Donc, il y a des gens qui se lassent de ce parfum quand même. Hein, donc, ça approche un peu du brugmansia, un petit peu. Ah, pas tant que ça, je trouve. Ouais, mais c'est sucré. C'est sucré, c'est doux. Ça fait un peu pâtisserie orientale. Voilà. C'est au début de nuit. Donc ça se transforme en différence en rien. C'est pour les papillons. Comme le datura. Nous, on a un datura. Papillon qui vient, Ça non? descend. Il y a des sphinx qui vont sur le mur, oui, des petits sphinx, ouais. Ouais. Alors, donc voilà, ça c'était pour les soins rincés. Donc le gland de nuit, c'est une anecdote, parce qu'il y a quand même vraiment bord de mer qu'on peut avoir sous forme d'arbre. Donc ceux qui connaissent la Corse ou qui vivent partiellement en Corse, il y a des arbres galant de nuit là-bas, dans les zones qui sont complètement hors gel, comme moi ça n'arrive. Donc ça peut devenir des arbres. Et moi, ça me sert à protéger des plantes dessous. Mais là, c'est parce que je suis en zone très protégée. Ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Alors, les adoxacées, c'est la famille des viburnums en particulier. Donc, je crois que c'est une nouvelle famille d'ailleurs. Je ne sais pas si ça ne portait pas un autre nom, la famille. Je ne sais pas. Avant, c'était les viburnacées. Viburnacées, voilà. Hein. Donc maintenant, c'est adoxacées. Alors, maintenant, il y a le viburnum tinus. Évidemment, donc il n'a pas changé de nom, lui, heureusement. Donc le lauriétain qui peut servir de petite canopée. Parce que, voilà, on peut vraiment apprimer. Ça pousse vite, ça pousse vite. Ça pousse très vite. Moi, je ne l'aime pas, hein. Je ne mettrai pas un lauriétain dans mon jardin. Mais en tout cas, pour protéger quelque chose dessous, c'est comme les ligustrum. Je ne les ai pas cités, les ligustrum. Parce que. Ça repousse vite, mais ça pousse pas vite. Le trouel, je n'en parle pas par exemple, parce que c'est un arbre que j'aime pas. De l'Australie pour les protéacées, parce que la plupart des protéacées qu'on plante dans nos jardins viennent d'Australie. Il y a une protéacée qui vient de la cordillère des Andes, c'est un Botrium coccinea, qui se trouve par là. Mais c'est pas les plantes de la cordillère des Andes, c'est un peu difficile parce que nous on a une amplitude thermique beaucoup trop forte pour elles et un manque d'hygrométrie atmosphérique. Donc c'est pratiquement un échec assuré, pas forcément la première année, pas forcément la deuxième, mais à terme, c'est très très rare d'avoir des plantes andines qui se plaisent chez nous. Donc c'est dommage de s'investir sur une plante et puis de la voir petit à petit dépérir. Donc l'Ambotrium coccineum, ce n'est pas un problème de rusticité, ce n'est pas un problème de sol, c'est un problème que notre sécheresse atmosphérique finira par avoir raison de lui. Mais du côté de Nice, c'est beaucoup plus humide. Du côté de Nice, et l'arrière de Nice. Ah oui. Ah non, mais c'est pour ça. Il y a des amédies, il y a quelques endocriniens par là-bas, il y a aussi des sténocarpus qui sont très beaux là-bas. Mais donc là, c'est difficile. Donc, comme les protéacées que je retiens, c'est celles d'Australie. Donc, les Grevillea, je ne vais pas vous en citer des milliers. Franchement, Grevillea robusta, on a tout dit, parce qu'on cherche à avoir une canopée. Donc, c'est la Grevillea la plus poussante, ça devient un arbre. Et la plus robuste, elle porte bien son nom, avec le nom de robusta. Il y en a une fabuleuse ici. Voilà. Elle résiste en plus au calcaire, donc c'est pas ce qu'elle préfère, mais elle le sent contente. Donc Grevillea robusta, très bien, un joli petit arbre. Petit arbre, pas forcément petit, hein, parce que ça peut atteindre assez rapidement une quinzaine de mètres de haut. Ensuite, dans les autres protéacées, je vais être bref, parce que d'abord le genre est immense, la famille des protéacées est immense, et elles ne sont pas forcément faciles de culture ailleurs qu'en terrain acide. Donc, comme tout le monde ne vit pas en terrain acide, je vais citer Banksia integrifolia, qui s'adapte très bien à un terrain calcaire, donc qui se sème facilement. Un ami a fait des semis, ça germe très très bien. Soi-disant, il faut qu'il y ait le feu. Comme beaucoup de plantes australiennes, la réputation c'est qu'il faut de
de la fumée d'un incendie pour faire germer. Que dalle, hein, je la fais germer sans faire de fumée. Même bien, même. Très bien. Donc, Banksia integrifolia, il y en a dans mon jardin, vous pourrez voir ça si vous venez. Donc, c'est un très bon choix de protéacée. Et il y a aussi... Jusqu'à quelle hauteur? Oh, alors écoute, la mienne, elle n'est pas vieille, elle fait déjà 5 mètres à peu près. Et ah oui, elle devient grande cette Banksia. J'en ai eu des, je ne sais plus où, mais des très hauts. Oh oui, je pense que... Et la fleur est grande comme un grosse comme Ça fait donc Ah oui, comme un reste-bouteille. Oui, oui, oui. Ah, il a mis. D'accord, voilà. Voilà, tout à fait. C'est pas en Bury, oui. Richard, il y en a un très énorme. En Bury. Si, j'ai vu dans le jardin, mais c'était des morceaux. Ah oui, je crois en décembre. Oui, je crois qu'en Bury, il y en a un gros. Ensuite, il y a une Akea qui est facile à adapter. Donc, pas Akea lorifolia qui est un peu compliqué. Tu as réussi tes semis de lorifolia? Tu avais pris des graines chez Franck? Non, tu n'avais pas pris de graines. Alors, les scrofulariacées, donc il ne reste plus grand chose dans les scrofulariacées, à force d'avoir été éjectés vers les plantaginacées, stilbacées ou autre chose. Donc il reste des buddléias quand même qui sont des scrofulariacées. Et dans les buddléias, il y en a qui peuvent faire office de canopée. Alors, il y a notre buddléia parce qu'il y en a en Provence, quoi. C'est tout simplement le buddléia officinalis qui peut devenir assez grand. Il n'est pas très dense, pas très touffu, hein, mais il peut devenir vraiment grand. Moi j'en ai un qui dépasse largement 4 mètres. Donc pour faire une petite... Ouais. C'est quand même donné pour une plante invasive, non? Bah, moi, elle n'envahit pas du tout. Elle est jaune. Non, mais il y a des cours d'eau, ça devient invasif. Ah oui, le long des cours. Il y en a le long de la Durance en particulier, j'habitais avant dans le Ah oui, c'est vrai. Et il y en a pas mal, effectivement. Parce qu'elle se ressème, en fait. C'est une plante qui se ressème. Mais c'est Oui, pas par et ouvrage. on va plus interdit. C'est l'arbre papillon aussi. C'est interdit. Oui, enfin, non, mais on a oublié toutes ces horreurs. Là. Enlevez-moi les buddléias d'Aviti. Donc, on va rester sur des plantes botaniques. Donc buddléia, officinalis, ou la forme Marie-Laure de Noailles, qui est un peu plus tardive. Donc l'officinalis, lui, fleurit en décembre-janvier. Marie-Laure de Noailles est décalée d'un mois à peu près. Mais c'est pas le plus dense, parce que lui, il n'est pas très dense. Il y a Salviifolia qui est très bien, parce qu'il est très dense. Donc moi je retiendrai surtout ça. Mais il peut y avoir d'autres... Voilà, Salviifolia il est super. Il sent bon, il est super. Salviifolia. Enfin, il y a beaucoup de buddléias qui peuvent... De buddléas à floraison hivernale. Pour moi, les buddléas qui ont un intérêt, c'est ceux qui fleurissent l'hiver. Donc, il y en a beaucoup qui peuvent servir de canopée basse. Ensuite, les éricacées, il y a les arbutus. Donc, on en a parlé par rapport aux Photinia multifolia, donc Heteromeles autrefois. Donc, mais il y a bien sûr les arbutus unedo. Voilà. Faut pas être pressé. Ils sont pas mauvais. Comment? Faut pas être pressé là. Pas être pressé, ça n'aime pas trop le calcaire non plus. Voilà, mais bon, disons que naturellement ça pousse en terrain acide. Mais quand même les arbousiers ça supporte quand même un peu de calcaire. C'est simplement qu'eux-mêmes ils choisissent de pousser plutôt dans des endroits décalcifiés. acides. Le Voilà. terrain calcaire décalcifié. Voilà. Donc arbus unedo, sinon il y a tous les arbousiers qui se desquament. Donc celui de Chypre, en drachné, qui est bien connu. Et il est plus rapide, non? Oh, moi je trouve pas particulièrement, on peut comparer. Après, il y a aussi des hybrides, donc en particulier le Turesiana, donc de la Villa Turé. Donc, bon, après ça c'est des discussions de collectionneurs, hein, parce que dans les arbousiers, il y a plein de variantes. Voilà. Les oléacées. Les oléacées, bah, d'abord il y a l'olivier. Alors là, ça même, on ne va pas oublier l'olivier dans nos arbres persistants. Donc on peut faire pousser des choses sous un olivier et on peut même faire pousser des choses dans l'olivier. On peut s'amuser dans les creux de l'olivier à mettre un petit peu de terre et à faire pousser toutes sortes de plantes épiphytes. Donc si on a un endroit un peu abrité, on peut faire pousser des épiphyllums divers et variés par exemple. On peut même, pourquoi pas, si on est dans un endroit vraiment très abrité, certaines orchidées.
Et voilà, des Esquinanthus, moi j'ai un Esquinanthus qui est en extérieur, il y a certains Esquinanthus qui supportent un peu de froid. Voilà, et bon, je ne vais pas vous citer toutes les plantes qu'on peut mettre, ça c'est un autre sujet, les plantes qu'on peut mettre sous la canopée après, voilà. Ah, c'est un grand Donc sujet. là, la page est blanche. C'est un grand sujet, donc quand on n'a pas un grand jardin, sous la canopée, on veut pouvoir faire pousser des choses. Voilà, mais en tout cas, dans l'olivier, l'avantage c'est que comme il a des creux, des nains, on peut mettre des choses à l'intérieur même, carrément. Voilà, on peut mettre des Schlumbergera, mais enfin, ce qui nous passe par la tête, parce que toutes ces plantes-là, elles ne supportent pas un gel fort, mais par contre, un petit gel à 0, -1, -2, elles le supportent, donc c'est bon. Ensuite, à part les oléas, eh ben, il y a certains jasmins. Donc, le jasmin, si vous ne le savez pas, sachez que c'est une oléacée, c'est la même famille que l'olivier, le jasmin. Donc, il y a aussi le Nyctanthes que j'ai. Moi, j'ai un très grand Nyctanthes arbotristis. C'est la même famille que l'olivier. Et l'odeur est un peu celle du violon de nuit du Nyctanthes. Mais ça, c'est une fois que vous aurez fait la canopée, parce qu'il ne supporte pas de gel. Donc, moi, je n'ai pas de gel, donc je ne l'ai pas sous canopée. Mais le Nyctanthes arbotristis, qui porte aussi, oh voilà, avec ses magnifiques petites fleurs. Et après, il y en a au sol, c'est jonché. C'est pour ça que les hindous, les Indiens d'Inde, et les hindous particulièrement, parce que par rapport aux dieux, par rapport à Bouddha, c'est un hommage à Bouddha, l'odeur des fleurs, et surtout l'immaculé du sol, parce qu'il perd des centaines, des milliers de fleurs. Donc j'aime beaucoup ce jasmin de nuit. Voilà. Il est aussi gélife que le galant. Oh, il est plus gélife encore que le galant. Ouais, il doit mourir à peu près à... Je pense... Enfin, je sais pas, moi, je dis, c'est difficile ça. Alors moi, je dirais moins je viens de Chypre, j'étais il y a une semaine en arrière. Ouais. J'étais dans la montagne, à 700-800 mètres d'altitude. Il y avait des jasmins à chaque coin de rue. Et à 700 mètres, 800 mètres d'altitude, il neige tous les hivers, hein, là-bas. Les jasmins étaient en fleurs, complets, avec une odeur extraordinaire. C'est un Nyctanthes, c'est un peu différent. Voilà. Ouais. Un jasmin qui monte un peu haut. Alors, les jasmins qui montent un peu haut, c'est le jasmin jaune, qui est un arbre. C'est le Chrysojasminum humilé. Alors maintenant, les jasmins jaunes, pour la plupart, mais c'est pas vrai pour tous, jasmin jaune. Alors, c'est pas Chrysojasminum, mais Jasminum. Parce que c'est récent le changement de nom. Donc Jasminum humilé, le jasmin d'Italie. On l'appelle jasmin d'Italie, non pas qu'il vienne d'Italie, hein, pas du tout. Il vient de l'Himalaya, mais c'est qu'il est passé par la Villa Farnèse, comme beaucoup de choses sont passées par la Villa Farnèse pour l'acclimatation. Sinon, elles sont passées par Cluse ou par Versailles. Hein, voilà. Donc au XVIIe, XVIIIe siècle, les acclimatations se faisaient là-bas. Alors, il sent très bon, ce jasmin. Il sent presque aussi bon que le jasmin jonquille, que vous connaissez peut-être, mais qui ne peut pas servir de canopée. Jasminum odoratissimum. Il y en avait un très beau sujet près de l'entrée du rayol, la partie dessous. Enfin, l'entrée, non, c'est pas l'entrée justement. C'est-à-dire, quand on descend de la maison qui est au rayol, dessous, il y avait un très très beau Jasminum odoratissimum. C'est le jasmin jonquille qui vient des Canaries et qui sent exceptionnellement bon. C'est incroyable parce qu'un jasmin jaune, on s'imagine qu'il ne va pas sentir très fort. Et le jasmin jonquille sent très bon. Odoratissimum, en latin, ça veut dire ultra odorant. Et tu l'as? Je l'avais, il vient de mourir. Ah, je l'avais fait une coupure. Il est mort de vieillesse, je pense. Je l'avais depuis 25 ans, 30 ans. Je me rends compte que dans les viornes, j'ai oublié de vous sentir. À propos de odoratissimum, ça m'a fait penser que dans les viornes, je parlais de Viburnum tinus, mais je n'ai pas parlé de Viburnum odoratissimum, qui est une viorne persistante aussi, et qui a des fleurs. Alors là, il faut tomber sur le bon sujet. Borgetto, donc Gérard Borgetto, qui a un magnifique jardin de sauge à Hyères. Gérard Borgetto, il en a une de Viburnum odoratissimum qui sent très bon, très fort. Et moi, mon Viburnum odoratissimum que j'ai fait flécher, en fait, je l'ai fait monter, j'ai fait une canopée haute. Donc de toute façon, elle le sentirait, j'en profiterai pas, parce que en fait, les feuilles et les fleurs sont à 4 mètres de haut, mais elle ne sentait rien. Donc comme quoi, Viburnum odoratissimum, ça peut sentir ou pas.
Les spermacées, donc ça c'est une famille un peu à coucher dehors, mais les spermacées sont souvent des mauvaises herbes d'ailleurs, envahissantes. Mais dans cette famille-là, il y a un arbre très intéressant, c'est Coculus lorifolus. Un arbre qu'on peut prendre de loin. Ah ouais, ça c'est chouette. Hein. On a ici, là, Ouais. Il y en a un de Coculus, Françoise? Oui, il y en a. Voilà. il y en a plusieurs. Donc il faut le faire pousser sur un seul tronc, il faut se débrouiller, d'enlever pour le faire pousser. C'est ce qu'a réussi toujours Gérard Borgetto, dont on a déjà parlé. Donc il a un bel arbre, Coculus. Alors on peut le prendre de loin un peu pour un camphrier, parce que la couleur du feuillage est un peu la même. Donc cette couleur de vert un peu doré en plein hiver, ben, c'est ce qu'ils ont en commun. Mais bon, le feuillage est très allongé par contre, donc c'est un très bel arbre. Moi j'aime beaucoup. Faut pas le casser non plus. Oh, ben écoute, tu sais, j'en ai mis un petit comme ça au mois de mars. J'étais obligé de lui mettre un tuteur, il est grand comme ça. Ah, c'est mieux que le C'est quand même pas mal, hein. Il est juste à côté des WC. Là. Ouais, je vais le voir. Il est bien nourri. Je vais lui faire un coucou. Alors, les élagnacées, bon ben, c'est des élagnus, donc évidemment que c'est le X Bingay qui pousse rapidement, mais qui est très banal, hein, voilà, et qui lui aussi est un peu sale, c'est-à-dire il a tendance à... Enfin, moi ce que j'appelle sale pour un arbre en arbuste, c'est quand il se ressème là, et qu'il fait des bébés partout, voilà. Donc c'est un peu son problème, mais c'est vrai que pour une petite canopée basse, les Léagnus et Bingay c'est pas mal. Les autres Léagnus, il y a beaucoup de piquants, je les conseillerais pas trop. Dans les salicacées, donc la famille des saules, il y a un arbre intéressant, donc c'est Dovialis afra, donc autrefois Cafra. C'est un petit arbre dioïque qui fait de très bons fruits qui ressemblent à des abricots. Donc moi je me souviens d'avoir des jardiniers qui se sont précipités sur moi en poussant les hauts cris parce que j'étais en train d'en piquer quelques-uns encore à Agadir. Et donc les jardiniers qui croyaient que c'était toxique, j'ai dit non, mais cueillez-les, faites des confitures, c'est très très bon. Je ne sais pas s'ils m'ont cru, s'ils m'ont pas cru, tant pis pour eux. Donc Dovialis afra. Il est cultivé et consommé en Afrique. Alors comment ça se fait que c'est une salicacée? Ça ne ressemble pas du tout. Ça a des longues épines, ça a un feuillage coriace. Il y a des épines. Donc voilà, ça ressemble. Voilà, ça c'est la famille du sol. On dirait plutôt une ramnacée, voilà, ben non, c'est une salicacée. Bon, dans les verbénacées, je citerai aussi une seule plante, c'est le Citarexilum spinosum. Donc il y en a de magnifiques à Marrakech, si vous êtes déjà allé voir, allez à Marrakech. Ça embaume, voilà, tout le long du cyberparc, c'est planté. Tout le Guélis, c'est planté, etc. Ça embaume à l'automne, ça sent le muguet, ça fait de longues grappes qui pendent. Donc c'est un très bel arbre persistant et qui résiste au sec et que l'on peut tailler comme on veut. Il repart toujours sur les coupes. Donc beaucoup d'avantages, le Citarexilum spinosum. Donc on va le trouver parce que j'ai fait des boutures pour beaucoup d'amis pépiniéristes. Donc on va le trouver parce que pour l'instant on trouve que le spicatum et le montevidiense, mais lui, le spinosum, c'est le bois côtelette des Marrakechis, il l'appelle comme ça, Marrakech, je ne sais pas pourquoi. Il ne vient pas de Marrakech, hein, donc, mais il vient d'Amérique du Sud. Mais, il a été importé à Marrakech il y a bien longtemps parce qu'il y a vraiment de vieux arbres. Le bois côtelette, parce que certainement, comme le bois est carré, un peu comme les lamiacées. Donc voilà. Enfin, le jeune bois est carré, après ça fait des troncs, hein, bien sûr. Les moracées, donc je vous ai dit Ficus mantrophylla, mais ça c'est pour Menton et pour à la limite Sanary village, donc c'est pas possible pour le reste de servir de canopée. Les anacardiacées, alors dans les anacardiacées, il y en a une qui est largement utilisée un peu partout. Il y en a une qui abrite là-bas l'Eriobotria du vent d'Est, c'est Scinus mollet. Voilà, le Scinus mollet, donc anacardiacée qui sent très bon. Moi j'adore l'odeur, le poivre, du feuillage. Quand je passe à côté d'un Scinus, je ne peux pas m'empêcher de froisser le feuillage. On peut les manger, il ne faut pas en abuser parce qu'il y a une
produit légèrement toxique à l'intérieur, c'est-à-dire il faudrait normalement pas en manger plus d'une fois par semaine. Bon, il faudrait être un vicieux pour bouffer ça tous les jours. Hein. Ah ouais. Voilà. Bon, ensuite, dans les anacardiacées, il y a les Russes et les Circia. Alors, moi, je vous citerai surtout Circia lancea. Un grand intérêt, Circia lancea. Donc, Circia, S-E-A-R-S-I-A. C'est le nouveau nom des Russes. Hein, ça, hein. Le russe devenu Circia. Donc, Circia. Là, vous voyez le russe R-H-U-S. Mais c'est envahissant, hein, je crois. Pas tous. La Circia lancea, elle n'est pas envahissante. Ah bon? Nous, on a un exemple dans un grand jardin où c'est envahi. Ça rajeunit beaucoup le rustifina. Et puis le rustifina, c'est le vinaigrier. Donc ça, c'est très envahissant. Et le russe, comment il s'appelle l'autre? Lanceolata, c'est envahissant aussi. Ah, voilà. Ensuite, il y a Arpéphyllum afrom, donc il ne faut plus dire le C. Moi, j'ai tendance à dire Arpéphyllum cafrom, donc c'est Arpéphyllum afrom. Donc une anacardiacée qui fait de jolis petits fruits, qui a un feuillage verticillé. Alors il faut un H Arpéphyllum. Ouais, c'est bien que tu le trouves parce que c'est très beau. Arpéphyllum, il faut un H au début. Arpéphyllum cafrom, H-A-R-P-E-F-P-H-Y, 2-L-U-M, Arpéphyllum. Tu vas le trouver sous cafrom, c'est tout récent, peut-être qu'on est enlevé. Voilà, Il vas-y. faut 2 F, mais bon, cafrom. Voilà, c'est très très beau. Les fruits sont jolis, décoratifs, et très, très rigolos à manger, il n'y a pas grand chose à manger.